Il est le seigneur Sith qui établit la règle de deux. Celui qui à lui seul a presque éradiqué tous les Sith et qui a affronté quelques-uns des plus puissants Jedi de son époque durant la Grande Guerre des Sith. Mais avant d'avoir accompli de grandes et terribles choses et d'avoir rejoint la confrérie des ténèbres, il a connu des débuts plutôt humbles. Aujourd'hui, dans Star Wars Littérature Québec, nous allons couvrir la vie et la légende de Darth Bane. Le début de son histoire commence un millénaire avant la bataille de Yavin. Le nom de Darth Bane, à cette époque, est Decel. C'est un jeune humain qui est né sur la planète Apatros, une planète minière de la bordure extérieure. C'est une planète sous le contrôle de la République qui extrait un minerai qui s'appelle le cortosis. C'est un minerai rare, utilisé pour la construction de vaisseaux militaires. À cet endroit, Decel a été élevé seul par un père pauvre qui est aussi quelqu'un de cruel et de violent, en particulier avec lui. D'ailleurs, son père le considère responsable de la mort de sa mère, mais son père le considère également responsable de tous ses problèmes dans la vie en général. Alors qu'il n'est âgé que de 18 ans, Decel travaille déjà dans les mêmes mines de cortosis que son père, ce qui, à force, a fini par l'endurcir et lui a donné une musculature vraiment impressionnante. Mesurant environ 2 mètres, le colosse est une force de la nature dont le corps est déjà bien forgé par les rudes conditions d'extraction du précieux minerai vendu à la République, qui à cette époque est en guerre contre la confrérie des ténèbres du Seigneur Khan. Mais la vie n'étant que misère sur Apatros, Decel n'a qu'une seule envie, un seul objectif, c'est quitter cet endroit aussitôt qu'il peut. Le seul élément qui lui permet d'échapper temporairement à l'enfer qui est devenu sa vie, c'est les quelques moments qu'il passe à la cantina du coin, où il joue au sabak. Ça, c'est un genre de jeu de cartes qui ressemble un petit peu au blackjack et au poker. Decel est particulièrement bon à ce jeu, surtout qu'il possède un certain instinct, un certain pouvoir qui lui permet de deviner à l'avance certaines cartes. Il peut même voir certains événements d'avance dans sa vie quotidienne. Malheureusement, un jour, un événement vient bouleverser sa vie. Il était en train de jouer au sabak avec un soldat de la République et ses talents vont l'amener carrément à gagner tous les crédits du soldat. Et celui-ci, vu qu'il est un mauvais perdant, va essayer de s'en prendre à Decel de manière vicieuse. Decel, qui voit un petit peu l'avenir, voit le malheur arriver et il décide de se défendre. Il va accidentellement tuer le soldat en légitime défense. Mais malheureusement, il y a des témoins du crime et Decel est donc obligé de fuir parce qu'il est recherché par la République carrément. Heureusement, grâce à l'aide de son seul ami, Groshik, il va arriver à s'enfuir à bord d'un vaisseau. Mais en contrepartie, il va devoir rejoindre le camp des soldats Sith. C'est un choix qu'il fait volontiers car il ne porte pas les soldats de la République dans son cœur en général pour leur mauvais traitement. Decel ne met pas longtemps à s'adapter et même à apprécier sa nouvelle vie en tant que soldat des Sith. Il est d'abord assigné à l'unité qu'on appelle la marche obscure. Il y monte les échelons de la hiérarchie rapidement, vu qu'il a ça dans le sang, et que sa compagnie enchaîne les victoires, sûrement grâce à lui et son mystérieux don de préscience. Finalement, Decel attire l'attention des dirigeants Sith lors de sa dernière mission sur Phasira. En particulier l'attention du seigneur Sith qui s'appelle Copex. Bane a désobéi aux ordres de son supérieur hiérarchique parce qu'il a ressenti que les ordres qu'on lui donnait allaient conduire lui et son unité à leur perte. Donc il a décidé de désobéir et son insubordination a permis à son unité, la marche obscure, de revenir victorieuse. Et grâce à ça, elle compte même un nombre mineur de pertes humaines. Mais l'armée Sith étant plutôt stricte, Decel s'attend à être sévèrement condamné pour sa désobéissance, peut-être même exécuté. Mais contre toute attente, le seigneur Sith Copex comprend que les nombreuses victoires de l'unité de Decel sont reliées directement à son affinité avec la Force. Alors, à la place d'être puni, il est amené à l'académie des Sith sur Korriban pour y apprendre la voie du côté obscur. Dans cette académie, on y enseigne qu'aux plus doués
ceux qui ont le potentiel d'un jour devenir de puissants seigneurs Sith. Désormais apprenti du côté obscur de la Force, Decel décide d'abandonner son ancien prénom et se fait désormais appeler Bane. C'est un sobriquet dont son père l'avait affublé pour l'humilier et lui manifester sa rancœur. Bane se prend immédiatement de passion pour la longue et riche histoire des Sith, passant énormément de temps dans les archives de l'Académie, aux grandes dames de ses principaux professeurs, en particulier le directeur de l'Académie Cordis et le maître d'armes Kazim, pour qui l'histoire n'est que le reflet d'un passé sans importance et pour qui seul compte l'entraînement et la dévotion à la confrérie. Bane se trouve donc seul la plupart du temps à approfondir ses connaissances sur les anciennes coutumes et sur les seigneurs Sith du passé, notamment sur Dark Revan. C'est aussi en lisant ses archives qu'il s'étonne pour la première fois qu'aucun maître actuel n'utilise le titre de Dark, notion que tout le monde autour de lui semble accepter. La petite Bane, pour ce savoir, perd toutefois rapidement de son intensité au profit de l'entraînement fourni par ses professeurs. La formation est en effet le théâtre d'une féroce compétition entre les élèves pour gagner la faveur et l'attention des maîtres afin de pouvoir suivre un entraînement personnalisé et ainsi gagner en puissance. Au début, Bane a du retard sur ses camarades qui, eux, s'entraînent depuis leur enfance. Mais très vite, grâce à son instinct et à sa profonde connexion avec la Force, Bane arrive à rattraper même les meilleurs d'entre eux. Il finit par défier l'un de ses camarades en duel devant toute la classe pour prouver sa valeur. Alors qu'il est en train de perdre, les moqueries de ses camarades réveillent en lui une colère si puissante qu'il en vient à tuer son rival. Après cet événement, Bane se remet en question et se demande pourquoi il a tué son adversaire alors qu'un tel comportement est prohibé par la confrérie. Pourtant, aucun maître présent n'est intervenu pour stopper son geste. Et l'apprenti commence à hésiter entre la culpabilité et la satisfaction. Ce conflit intérieur le conduit peu à peu à régresser malgré l'entraînement. Il devient alors un paria dans l'académie. Heureusement pour Bane, une nouvelle élève arrive à l'académie et contribue à lui donner le courage de reprendre les efforts. Le nom de cette nouvelle élève est Gitani. C'est une ancienne Jedi qui vient de trahir son camp sur Rusan, là où la guerre entre les Jedi et les Sith a lieu. Cette Gitani prévoit utiliser Bane pour l'aider à tuer Sirak, l'un de leurs camarades le plus redoutable de l'académie. Sirak utilise un double sabre laser. Bane et Gitani concluent alors un pacte ensemble. Elle s'assurera de sa formation en échange de son aide pour se débarrasser de Sirak. Entre-temps, Bane a repris ses études des archives et pour compléter sa formation au sabre, il obtient en secret un entraînement supplémentaire de la part du maître d'armes Kazim. Cet entraînement, cumulé à celui de Gitani, ainsi que ses recherches et ses nouvelles connaissances, contribue à redonner à Bane ses pouvoirs et sa confiance en lui, et même à les affiner. Après quelques semaines d'entraînement et d'amélioration, Bane se décide finalement à affronter Sirak devant tous. Et ça surprend même Gitani qui voulait assassiner Sirak dans l'ombre. Bane, qui a énormément progressé depuis, parvient à battre son adversaire à la grande surprise de tous et à le blesser sérieusement, sans pour autant le tuer. Il devient alors évident aux yeux de tous les membres de l'académie que Bane est devenu le meilleur élève. Kazim, son maître d'armes, décide même de lui offrir un précieux cadeau. Il lui donne le sabre laser de son propre maître, maître Nadaz, qui est décédé. C'est avec cette arme que Bane répond à sa convocation de Cordis, le directeur de l'académie, qui lui annonce qu'il n'est plus considéré comme un paria. Mais Bane a déjà progressé au-delà de toute compréhension et annonce à Cordis, qui est médusé, qu'il ne pense plus avoir de choses à apprendre des professeurs et qu'il souhaite se rendre dans la vallée des Seigneurs Noirs, où sont enterrés les anciens Seigneurs Sith. Il veut essayer d'invoquer leurs esprits et recevoir leur enseignement, qu'il pense être plus important que ceux de la confrérie. Donc cette vallée-là se trouve sur Korriban, non loin de l'académie dans laquelle il se trouve en ce moment.
Évidemment, à cause de cette révélation-là, il y a une vive confrontation entre le maître et l'élève. Mais pour une raison connue de lui seul, Cordis ne pousse pas l'affrontement plus loin et décide de chasser Bane dans ce qu'il estime être une quête stupide et vaine. Sans plus attendre, Bane quitte l'académie et fait route vers la vallée des Seigneurs Noirs. Malgré les dangers, Bane explore de nombreux tombeaux pendant plus de 2 semaines. Malheureusement, sa quête semble infructueuse. Il n'a pas réussi à faire appel à aucun des spectres Sith dont les archives avaient parlé. Par contre, ce temps de solitude lui a permis de réaliser à quel point les membres de la confrérie des ténèbres sont dans l'erreur. Au lieu de privilégier le côté obscur, les maîtres sont unis dans une vision commune bien éloignée de la voie des Sith et de leur code. Bane a compris pertinemment que les forts sont faits pour régner et les faibles pour servir. Il en vient à conclure qu'aucun d'entre eux ne mérite de continuer à servir dignement l'héritage des Sith. Sauf peut-être Gitani, pour qui il éprouve une attirance mêlée de respect. Quelques jours plus tard, affamé, il décide de retourner à l'académie, où les choses ont bien changé depuis son départ. Gitani, qui s'est senti trahi par Bane du fait qu'il est parti sans elle, s'est associé à Sirak pour planifier l'assassinat de Bane. Elle le juge faible pour ne pas avoir été capable de donner le coup de grâce. D'un autre côté, Khan, le chef de la confrérie, a depuis requis l'appui immédiat de tous les maîtres et tous les élèves de l'académie de Korriban pour essayer d'affronter l'armée de la lumière qui est menée par le maître Jedi Hoth. Lorsque Bane arrive à l'académie, il est affamé et épuisé et il ignore ces 2 idées-là. Mais sa décision est de toute façon prise, il veut quitter Korriban pour continuer sa quête de savoir ailleurs. Cependant, alors qu'il a à peine eu le temps de se reposer, Gitani arrive et lui demande des explications. Il lui explique alors son sentiment au sujet de la confrérie. Elle le conduit ensuite dans un guet-apens dont elle est elle-même à l'origine. Là, Bane se retrouve face à Sirak ainsi que 2 autres de ses compagnons. Alors que la situation semble désespérée, Gitani change d'avis et décide de lui venir en aide. Le combat tourne alors en la faveur de Bane qui vient à bout de tous ses assaillants. Sirak, vaincu, fait l'erreur de demander pitié, un acte tout simplement inimaginable pour Bane. Selon lui, un Sith digne de ce nom ne devrait jamais implorer la pitié. C'est pourquoi il dit à Sirak « Celui qui implore la pitié ne mérite pas de l'obtenir. » Et c'est la dernière phrase que Sirak entend avant d'être décapité par le sabre laser de Bane. Bane se rend alors dans le bureau de Cordis, car il pense que c'est lui qui a fomenté ce guet-apens. Mais il se rend bien vite compte qu'il n'est même pas au courant. Par la suite, Bane lui explique son point de vue sur les valeurs erronées de la confrérie et il accuse les maîtres Sith de lâcheté pour ne pas oser prendre le titre de Dark, un titre synonyme de maîtrise et de puissance qui attise les tensions et provoque la compétition entre adeptes. En gros, tout le contraire de la stratégie égalitaire et coopérative prônée par la confrérie. Après avoir adopté le titre de Dark Bane, celui-ci annonce qu'il ne répondra pas à l'appel de Khan et décide de quitter Korriban. Après avoir demandé à Gitani de le suivre et d'avoir essuyé son refus, Bane quitte la planète aux commandes du Valsin. C'est l'appareil de Cordis, un appareil ultra moderne. Il lui a volé. Dark Bane se rend alors sur Léon, l'ancienne planète des Rakata. Dans ce système, quand il arrive, il peut contempler les ruines des 2 flottes qui s'opposaient jadis autour de la forge stellaire. D'un côté, la République et de l'autre côté, l'armée de Malak. La planète, autrefois peuplée par les Rakata, est désormais déserte au moment où il se pose avec le vaisseau. Alors que Bane contemple l'épaisse jungle devant lui, un gigantesque rancor sauvage arrive faisant bouger les arbres sur sa trajectoire. L'animal a sûrement vu atterrir le vaisseau de Bane et cherche son prochain repas. Mais loin d'être effrayé, Dark Bane prend possession de l'esprit de la créature.
avec l'aide du côté obscur. Il puise ensuite au fin fond des souvenirs du Rancor pour trouver ce qu'il cherche, un ancien temple que la bête a déjà vu dans son enfance. Darkbane se sert alors du Rancor comme d'une monture et traverse la jungle sur plusieurs kilomètres jusqu'à arriver devant l'entrée d'un temple pyramidal. En ce lieu, il peut percevoir la puissance du côté obscur, contrairement au temple site de Korriban. Bane explore ensuite le temple de fond en comble. Il finit par y faire une découverte majeure. Il découvre l'holocron de Dark Revan lui-même. Cet objet contient de précieuses connaissances et Bane va d'ailleurs passer les jours qui suivent à s'en imprégner. L'holocron étant défaillant, Bane met donc par écrit le savoir que Revan lui révèle. Finalement, une fois son contenu délivré dans sa totalité, l'holocron s'éteint à tout jamais. En combinant ses propres expériences et les informations fournies par Dark Revan, Bane en arrive à la conclusion que toutes les règles précédemment établies par les différents Sith à travers les âges n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, c'est-à-dire de détruire les Jedi et amener les Sith au pouvoir. Il en conclut qu'une nouvelle règle doit voir le jour. Désormais, pour arriver à leur fin, les Sith devront suivre la règle de 2. Un maître pour incarner le pouvoir et un apprenti pour le désirer ou le convoiter. De cette façon, seul un apprenti plus fort que son maître peut prendre sa succession, ce qui ne peut que faire progresser les seigneurs Sith sur le long terme. Il est en effet trop risqué qu'un maître prenne sous son aile plusieurs apprentis qui pourraient se liguer contre lui et le tuer même en étant moins puissant individuellement. C'est pendant qu'il est au milieu de ses réflexions que Darkbane est interrompu par l'arrivée de son maître d'armes, Kazim, qui est envoyé par Khan sur la planète Léon pour ramener l'élève récalcitrant sur Ruzan ou alors le tuer. Face à son ancien mentor, Bane refuse toujours de rejoindre la confrérie et pense un instant que Kazim pourrait faire à son tour un bon apprenti pour le nouvel ordre qu'il souhaite bâtir. Mais le maître d'armes est bien trop ancré dans ses idées de loyauté envers Khan et ne semble aucunement apte à incarner le futur de l'ordre Sith. L'issue de la discussion est claire pour les deux combattants. Seul l'un d'entre eux quittera Léon vivant. Par la suite, un féroce duel s'engage entre les deux guerriers qui maîtrisent l'art du sabre laser comme personne. Bane et son sabre classique parvient sans mal à prendre progressivement le dessus sur Kazim et son double sabre laser. Mais Kazim n'a pas dit son dernier mot. Il active un mécanisme sur sa poignée qui se sépare en deux sabres laser. N'ayant jamais expérimenté le combat contre un adversaire à deux armes, Bane se trouve alors en mauvaise posture. Désespéré, Bane change de tactique. Si sa maîtrise du sabre laser n'est pas suffisante pour remporter la victoire, alors c'est sa maîtrise de la force et du côté obscur qui fera peut-être la différence. Bane lance alors à Kazim une puissante vague d'énergie de la force. Celle-ci ne parvient peut-être pas à entamer le bouclier de force de son ancien mentor. Par contre, elle endommage suffisamment le temple au-dessus de lui pour que des tonnes de pierres s'abattent sur le Twi'lek et ne l'écrasent mortellement sous leur poids. Bane quitte ensuite le temple pour retourner à son vaisseau. En chemin, il rumine son plan pour détruire la confrérie des ténèbres. Il décide d'envoyer un message trompeur à Khan, dans lequel il lui fait croire qu'il revient se joindre à eux. Il ajoute aussi les plans d'une ancienne arme Sith qui lui ont été révélés par l'holocron de Revan, la bombe psychique. Une arme de destruction massive capable d'anéantir et d'absorber l'esprit des utilisateurs de la force à proximité. Sachant pertinemment que Khan ne pourra s'empêcher d'utiliser cette arme à double tranchant, Bane quitte Léon en direction de sa nouvelle destination, la planète Ambria. Sur Ambria, Bane attend l'arrivée de l'émissaire envoyé par Khan pour l'accueillir, qui n'est autre que Gitani en personne. Agréablement surpris, Bane finit par échanger un baiser avec elle, qui a toujours été d'une aide précieuse pour lui sur Korriban. Mais le baiser en question s'avère moins sincère que prévu.
Avec l'accord de Khan, Gitani a en effet préparé un poison dont elle s'est enduit les lèvres afin de tuer Bane en douceur. La surprise passée, Bane savoure d'autant plus l'instant qu'il est parvenu à repérer et à isoler le poison dans son organisme grâce à la force, réduisant ainsi à néant la tentative d'assassinat, détail qu'il garde d'ailleurs pour lui-même. Sachant que le poison ne lui fait courir aucun danger, Bane en profite même pour échanger d'autres baisers avec Gitani, le petit coquin. Après cela, Gitani quitte Ambria pour retourner voir Khan. Mais très rapidement après son départ, Bane remarque que quelque chose cloche. Il se retrouve confronté à une douleur nouvelle qui le trouble beaucoup. C'est à ce moment-là qu'il finit par comprendre l'impensable. Gitani lui a inoculé non pas un, mais 2 poisons différents. L'un pour le mettre en confiance, et le second, beaucoup plus subtil et encore plus mortel, s'est déjà infiltré dans son corps, si bien qu'il est trop répandu pour être combattu. Malgré sa fureur, Bane est satisfait de voir que Gitani a su faire preuve d'une ingéniosité qui pourrait peut-être l'amener à devenir son apprenti, s'il survit suffisamment longtemps pour mener à bien son plan, évidemment. Bane sait que sa seule chance de survie réside dans la personne d'un chaman nommé Caleb, réputé pour la puissance de ses pouvoirs de guérison. Lorsqu'il arrive mal en point vers le camp du chaman, celui-ci refuse catégoriquement de le soigner, puisqu'il le reconnaît en tant que Sith. Caleb est malgré tout forcé de collaborer lorsque Bane menace de tuer sa fille. Il finit par le guérir complètement, et Bane lui laisse la vie sauve, à lui et à sa fille, sachant qu'il aura peut-être encore besoin de ses talents un jour. Bane se dirige ensuite directement sur Ruzan, pour y rejoindre le campement de Khan. Bien qu'au courant de leur tentative d'assassinat à son encontre, Bane ne s'en prend ni à Gitani, ni à Khan, qui peuvent ressentir sa puissance brute. Au lieu de ça, Bane leur propose plutôt une solution à leur problème. Plutôt que de combattre les Jedi dans la forêt, pourquoi ne pas détruire la dite forêt? Sur ces mots, Dark Bane et les seigneurs Sith regroupent leur puissance et l'envoient vers Bane qui la canalise et fait déferler sur Ruzan une puissante tempête de force qui balaye tout sur son passage. Mais alors que la victoire semble si proche pour les Sith, Khan et les autres Sith rompent subitement le rituel, effrayés de la puissance développée par Bane. Ils décident alors de se lancer sur les Jedi apparemment sans défense. Pendant ce temps, Bane, lui, utilise l'unité com de Khan et donne l'ordre à la flotte Sith en orbite, dont le blocus empêche les renforts Jedi d'atterrir, de rompre leur blocus et d'engager la flotte Jedi. Cette manœuvre permet aux Jedi de recevoir des renforts terrestres qui les aident à balayer les forces de Khan. Avant que les seigneurs Sith ne battent en retraite, Bane fait face à Cordis, qui s'imagine que son ancien élève souhaite prendre les rênes de la confrérie. Et Cordis lui jure allégeance. Bane se contente de l'étrangler férocement avec la force. Malgré la puissance de Cordis et ses efforts pour tenter de se défaire de l'emprise, il n'y parvient pas et meurt. Les derniers détails du plan de Bane se mettent finalement en place, son but étant de mettre Khan dans une position intenable, de façon à l'obliger à utiliser la bombe psychique, ce qui devrait tuer tous les seigneurs Sith d'un coup. Bane n'est en effet pas de taille à affronter tous les seigneurs en même temps, et une multitude de combats individuels pourrait permettre à un ou plusieurs membres de la confrérie de s'échapper. Alors, en anéantissant tous les Sith d'un coup, sauf lui bien sûr, il espère aussi faire croire aux Jedi que tout danger Sith est écarté, ce qui lui donnerait le temps nécessaire de reformer l'ordre sur de nouvelles bases. Lorsque Khan et les autres seigneurs rentrent finalement au campement avec le goût de la défaite dans la bouche, Bane révèle qu'il a donné l'ordre à la flotte Sith en orbite de rompre le blocus afin que tous les Jedi débarquent et qu'ainsi la bombe psychique en tue le plus grand nombre. Sans même remarquer l'absence de Cordis, Khan décide de regrouper ses forces dans les réseaux souterrains, afin d'invoquer le rituel ancestral permettant d'alimenter la bombe psychique par la puissance du côté obscur et de tuer tous les Jedi. Devenu fou au fil du temps,
Khan pense que la force combinée des seigneurs Sith leur permettra de survivre à la déflagration, ce qui s'avère une erreur mortelle. Bane, qui lui sait fort bien quelle sera la véritable issue de cet acte stupide, ne les suit pas dans les souterrains, mais s'éloigne. Khan active alors la bombe psychique au moment où les Jedi pénètrent dans le souterrain où ils se trouvent. L'explosion balaye alors l'endroit sur des kilomètres, tuant toute forme de vie sensible à la force et absorbant leurs esprits, y compris Sith et Jedi qui sont présents. Loin de là, Bane, qui lui est en chemin vers son vaisseau, ou plutôt celui de Kazim, repère une petite fillette, montrant une grande sensibilité à la force, mais aussi un penchant évident pour le côté obscur. La petite s'appelle Rain. Elle vient tout juste de tuer 2 Jedi sous les yeux de Bane. Les 2 Jedi avaient tué l'animal de compagnie de Rain, croyant la sauver de la bête. C'est alors que Rain, furieuse, leur avait simplement brisé la nuque avec la force. Bane sait alors qu'il a trouvé son apprenti. Il prend donc la jeune fille sous son aile. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo sur la suite de l'histoire de Dark Bane. Notez aussi que nos podcasts sont disponibles sur Spotify. Aussi, si vous avez aimé certains des artworks, n'hésitez pas à visiter la page de l'artiste Vemi Art. Avant de vous laisser, j'aimerais dire un gros merci à ceux qui nous suivent déjà, ainsi qu'à toute l'équipe de production. Merci aussi à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, et à la prochaine sur Star Wars Littérature Québec.